Et donc, bienvenue à l'invité du Clusif avec Houssine Matout qui va nous parler de l'OffSec en entreprise. Donc, bonjour à toi Houssine et je vais te laisser d'abord te présenter. Bonjour à tous, Houssine Matout, je suis Offensive Security Manager à la Caisse des dépôts et je suis en charge des sujets de sécurité offensive que je vais vous présenter durant cette présentation. Et je suis également co-animateur de l'espace OffSec Occlusif dans lequel plusieurs entreprises viennent échanger sur des sujets offensifs et nous faire des retours d'expérience sur les projets qu'ils ont pu mettre en place dans leur entreprise. Ok, je vais te laisser commencer dans ce cas-là. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la sécurité offensive? Donc la sécurité offensive, ça va regrouper l'ensemble des pratiques actives qui visent à imiter le comportement d'un attaquant dans un but d'améliorer au mieux ses méthodes et ses protocoles de défense. Ok. Donc on va retrouver principalement 4 activités. On va retrouver le test d'intrusion, les missions Red Team, les programmes de Bug Bounty et les missions de Purple Team. On va voir tout de suite en détail à quoi correspond chacune de ces activités. Déjà, j'avais déjà une première question. Entre Red Team et Pentest, souvent, les deux sont un peu interchangeables. Donc, tu vas préciser vraiment ce que c'est le job d'un Red Teamer et ce que est le job d'un Pentester. Exactement. Okay. Alors, pour commencer, le test d'intrusion, qu'est-ce que c'est? Donc, ça vise à effectuer plusieurs tests de sécurité sur un périmètre limité et sur une courte période de temps. Dans un but de remonter le maximum de failles, de vulnérabilité sur le périmètre donné. Ce type de mission, ça va durer entre 1 semaine à 2 semaines et ça peut porter sur tout ce qui est en lien avec le SI de l'entreprise. Donc ça peut être une application web, une application mobile, ça peut être une application, enfin le Wi-Fi, les serveurs, voilà, tout ce qui est en lien avec le SI de l'entreprise peut faire l'objet d'un test d'intrusion. Okay. On va aussi avoir des aspects qui sont plus sur l'aspect comportemental. Donc on va avoir des tests d'ingénierie sociale, donc tout ce qui est campagne de mail, de phishing ou de hameçonnage. Ça fait partie des tests qui peuvent être menés dans le cadre des tests d'intrusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre d'obtenir un accès au SI. Et si vous arrivez à passer cette première barrière, on parle d'accès initial en fin de compte. Exactement. Okay. Exactement. Donc on a cette partie ingénierie sociale, mais aussi on va avoir la partie intrusion physique, où dans le cadre des tests d'intrusion, on peut être amené à essayer de s'introduire dans les locaux pour soit déposer des clés malveillantes, soit essayer de se brancher directement sur le réseau et attaquer le SI de l'entreprise. Donc voilà sur la partie test d'intrusion. Sur la partie test d'intrusion, on va avoir 3 types de configurations globalement. La première configuration, c'est boîte noire. Donc en fait, sur une application web, on va fournir à l'auditeur uniquement l'URL de l'application qui va être auditée, et uniquement cette information-là, pas d'autres informations. Et le but de l'auditeur, c'est de se trouver un moyen d'obtenir un accès authentifié sur l'application. Okay. La partie boîte grise, on va fournir, en plus de l'URL, des comptes authentifiés sur l'application pour, par exemple, tester si un utilisateur simple a uniquement le droit de faire ce qui est indiqué, sur sa matrice de droit. Est-ce que cet utilisateur a, par exemple, la possibilité de faire des fonctions, faire des actions d'administration? Ça sera ce type de test qui pourra le démontrer. Okay. Et enfin, la partie boîte noire, où là, on va donner beaucoup plus d'informations, notamment le code source de l'application. Et là, l'auditeur sera en mesure d'aller regarder en détail les fonctions dans le code source pour voir s'il n'y a pas des vulnérabilités sur l'application web auditée. Ok, mais du coup, cela s'applique aussi sur la partie infra, c'est-à-dire que tu peux donner une IP simplement sur la partie boîte noire, et du coup, c'est la même chose, tu répliques sur la partie boîte grise un compte utilisateur classique, et du coup, sur la partie boîte blanche, un compte un peu plus élevé pour voir jusqu'où l'utilisateur peut aller quand il est en interne.
Alors sur la partie boîte blanche, on est encore plus, Ok. plus sur... Si on prend l'exemple de l'infra, je prends l'exemple par exemple d'un audit Wi-Fi. Mhm. Sur la partie boîte noire, on va juste indiquer, bah, voici le nom du point d'accès. L'auditeur doit se frayer un chemin pour s'authentifier sur le point d'accès Wi-Fi. Sur la partie boîte grise, on va fournir un compte pour qu'il puisse se connecter sur le point d'accès Wi-Fi et voir si depuis le Wi-Fi, il arrive à accéder par exemple à des zones sensibles de l'entreprise. Et sur la phase boîte blanche, là, on fournira la configuration des routeurs Wi-Fi, l'architecture Wi-Fi, vraiment énormément d'informations sur l'architecture Ok, ah, c'est plus clair. de D'accord. l'infrastructure. Juste une chose, je vais dire aux auditeurs, s'ils ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas. On va les prendre au fil de l'eau et je te les poserai à un moment. Ok? Ça marche. Alors, tu me posais une question sur la différence entre le Red Team. On y vient. Alors, qu'est-ce que c'est une mission Red Team? Donc, une mission Red Team, ça vise en fait à simuler un groupe d'attaquants patients et motivés qui cherchent à obtenir un élément critique pour l'entreprise. Tout ça sans se faire détecter par les équipes défensives. Ok. Donc dans le schéma que je partage, on va définir en fait en amont de cette mission des trophées qui correspondent aux éléments critiques de l'entreprise. Par exemple, pour une entreprise bancaire, ça va être récupérer des données bancaires. Pour une société dans l'industrie, ça pourrait être la recette de fabrication de tel produit. Donc voilà, ça constitue un secret critique pour l'entreprise. Et le but de l'opérateur Red Team, c'est le nom de l'auditeur qu'on appelle qui effectue cette mission-là, c'est d'atteindre cet objectif, et cela par tous les moyens possibles. Donc, généralement, ils ont quasiment carte blanche. Donc, là, tout à l'heure, sur l'exemple précédent, on avait indiqué que le périmètre était limité, donc ça, uniquement, par exemple, sur l'application web, ou sur le Wi-Fi, ou sur les serveurs, etc. Dans le cadre d'une mission Red Team, tout ce qui est défini par la mission peut être audité, donc ils peuvent essayer de s'introduire par des mails de hameçonnage, ils peuvent essayer de s'introduire dans les locaux, ils peuvent essayer d'attaquer les sites internet exposés sur internet de l'entreprise. Voilà, tout ce qui est possible peut être attaqué. Sans limite. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place d'un attaquant, au sens propre du terme, et du coup, tout ce que l'attaquant peut faire pour arriver à ses fins, ils vont le faire. C'est-à-dire de l'ingénierie sociale, c'est toutes ces techniques possibles. Exactement. Okay. Vraiment, le but, c'est de simuler un groupe d'attaquants qui auraient décidé d'attaquer votre entreprise. Et de ce fait, une mission Red Team, ça va durer plusieurs mois, en moyenne 3 mois, tandis qu'un test d'intrusion, c'est de l'ordre de la semaine. Okay. Donc, on est sur une période beaucoup plus courte. Donc voilà, vraiment le but pour l'opérateur Red Team, c'est d'obtenir les trophées sans se faire détecter par les équipes défensives. Et ça, c'est un point aussi important qui n'est pas forcément testé sur les tests d'intrusion, c'est que les équipes défensives ne sont pas mises au courant, ce qui fait que ça leur permet également d'avoir une occasion de s'entraîner et de réagir à une véritable attaque. Et du coup, tu vas avoir un rétexte derrière, un retour d'expérience par rapport à ce qui a été vu, pas vu par les équipes défensives, et l'amélioration, ou l'axe d'amélioration qu'on pourra avoir au niveau des règles de détection ou des process à mettre en œuvre. Exactement. Okay. Si à la suite de cette mission, il y a des points d'amélioration sur les détections, on peut mettre en place j'allais y venir, des missions Purple Team, où en fait, on va chercher à augmenter la furtivité des attaques pour faire en sorte que les règles de détection soient les plus fines possibles pour détecter tout comportement malveillant. Ok. Alors, un autre type d'activité qui est effectué dans le cadre de la sécurité offensive, c'est le bug bounty. Donc le bug bounty, ça vise à faire appel à une communauté de chercheurs en vulnérabilité qui vont être payés à la faille, à la vulnérabilité, et en fonction de la criticité de la vulnérabilité découverte. Okay. Donc par exemple, on va retrouver quatre échelles de criticité, donc critique, majeur, modéré, faible, et en fonction de la vulnérabilité remontée, enfin de la criticité remontée, on va plus ou moins rémunérer le chercheur en vulnérabilité. Donc ça peut aller de quelques centaines d'euros pour une vulnérabilité faible jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour la critique, voire pour certains programmes plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et on vient d'en parler, le Purple Team, ça a pour but, dans le cadre à la suite d'une mission Red Team, de travailler sur les règles de détection avec les équipes défensives pour améliorer les règles de détection. Donc là, du coup, le Purple Team vient en aval de tout ça? Vient après la mission Red Team. Ok, d'accord. Voire même parfois sur certaines missions pendant. Il y a certaines missions Red Team où en fait du début à la fin les équipes défensives n'ont rien vu. Okay. Et c'est là que les auditeurs, les opérateurs Red Team vont commencer d'eux-mêmes à faire du bruit. Ah, pour avoir à quel seuil ils sont censés détecter. Ok. En termes de comparatif, chaque type de test a ses avantages et ses inconvénients. Sur le test d'intrusion, on va retrouver une photographie des vulnérabilités à un instant T, ce qui va permettre d'avoir une exhaustivité des vulnérabilités remontées, vu qu'on est concentré finalement sur un périmètre limité. Par contre, ça peut être très dépendant de l'auditeur et de la société d'audit, d'où l'importance de bien choisir sa société d'audit. Et c'est limité dans le temps. Donc l'auditeur peut uniquement remonter ce qu'il a pu voir sur 1 à 2 semaines. Il est possible que s'il y passe 3 semaines, 4 semaines, il trouve plus. Okay. Mais là encore, c'est du budget, ça à prendre en compte dans le budget du test. Autre point un peu négatif sur la partie test d'intrusion, c'est la difficulté de prendre en main le contexte métier, puisque on va retrouver en fait certaines applications, des applications juridiques, des applications bancaires, où en fait c'est d'une complexité métier tellement importante que en l'espace d'une semaine, 2 semaines, certes l'auditeur va être capable de comprendre les fonctionnalités principales, mais la finesse et les rouages métiers, ça c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite des échanges avec les métiers. Ils ne sont pas forcément disponibles à chaque fois pour ce type de test. Ok. Ensuite, sur le Bug Bounty, ce qui est intéressant, c'est que c'est des tests en continu toute l'année. Donc, on a dit tout à l'heure, le test d'intrusion, ça dure 1 semaine, 2 semaines. L'intérêt du Bug Bounty, c'est mettre l'application en Bug Bounty et ça va être testé toute l'année. Ce qui est intéressant, c'est que comme les chercheurs en vulnérabilité veulent être payés et avoir une prime importante, ils vont pas forcément remonter des vulnérabilités que moi j'appelle du pauvre, qui sont des vulnérabilités qui sont remontées par certains auditeurs en test d'intrusion, qui sont juste là pour pas renvoyer un rapport vide. Et vraiment leur but c'est de recevoir une prime intéressante, une vulnérabilité qui est vraiment impactante pour l'entreprise, ce qui fait que c'est un retour sur investissement assez conséquent pour l'entreprise. Okay. Par contre, ça nécessite au préalable d'avoir fait un test d'intrusion. Si vous mettez une application directement en Bug Bounty sans au préalable avoir fait un test d'intrusion, le budget il va partir assez vite au niveau des failles trouvées. Exactement. Et du coup, alors, dans ton expérience, le mieux pour la partie Bug Bounty, c'est plutôt du public ou du privé, ou ça peut être un mix? Alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais sur le Bug Bounty, on a la possibilité d'avoir soit un programme privé, soit un programme public. Donc en fait, la distinction est sur le fait que sur les programmes privés, les chercheurs sont invités sur le programme. Sur le programme, il va y avoir les détails, bien sûr, de qu'est-ce qui est autorisé à être attaqué, quel type de vulnérabilités sont qualifiantes. C'est intéressant de commencer par un programme privé pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on va maîtriser le budget. Ouais. On va aussi avoir une maîtrise sur le nombre de personnes qui attaquent en même temps le site internet qu'on met sur notre programme. Voir le choix aussi des hunters. Le choix finalement, en privé, tu as le luxe de dire telle et telle personne ou tel profil m'intéresse et je préfère lui donner l'accès, la primo access. Et puis par la suite, ouvrir ton scope, aller au public et là, voir s'il y a d'autres failles ou d'autres choses qui peuvent être remontées par n'importe qui, entre guillemets, si je puis dire. Oui, c'est ça. On a le choix il y a la possibilité de choisir tel chercheur en vulnérabilité, puis, parce que sur un autre programme qui nous appartient, il a pu montrer son sérieux et il a pu montrer son sérieux et sa compétence technique, donc on va pouvoir l'inviter. Et ensuite, il y a un troisième point, c'est dans la surcharge entre guillemets métier sur l'application.
c'est super important sur des applications métiers, s'il y a des formulaires de contact ou autres. Si vous mettez l'application directement en programme public, eh bien, il va y avoir des milliers de personnes qui vont renseigner le formulaire, ce qui va exploser la gestion métier. Ouais. Donc, commencer par un programme privé, ça permet d'habituer le métier à recevoir des alertes et à ne pas les traiter, et aussi à faire en sorte que la disponibilité du site en question reste sous contrôle. Ok. Par contre, les désavantages qu'il peut y avoir sur les programmes de bug bounty, c'est que c'est principalement des applications exposées sur Internet, puisque c'est assez difficile en fait de donner accès à des chercheurs en vulnérabilité sur son SI en interne. Le deuxième point, je dirais, négatif, c'est qu'il y a aussi cette difficulté pour les programmes en boîte grise. Donc tout à l'heure, je disais que la boîte grise, c'est finalement fournir des comptes d'accès. Et bien ces comptes ils seront finalement malmenés, et si on veut passer à l'échelle, par exemple dire alors il me faut 2 comptes par chercheur en vulnérabilité, si je veux monter à 100 chercheurs en vulnérabilité, ça veut dire qu'il faut 200 comptes, et c'est parfois difficile de créer ces comptes et surtout de faire en sorte que ces comptes soient renouvelés, et que l'environnement revienne à un état initial à chaque fois. Ce qui peut être parfois un peu compliqué. Ok. L'autre type de test, on en a parlé sur les missions Red Team. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet d'avoir une photographie en fait de l'état de la menace sur une entreprise, et ça permet aussi d'évaluer les capacités de détection de l'entreprise. Est-ce que finalement mon entreprise est capable de réagir à une simulation d'attaque, et à sortir les attaquants. Ça aussi, c'est très important parce que certaines équipes défensives disent on les a vus, mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés, on les a vus, mais on n'a rien fait. Là, c'est vraiment de s'entraîner à on les a vus, on les a bloqués et on les a sortis. On a fait le tout le nécessaire et on est sûr que les attaquants ne sont plus présents. Donc ça, c'est aussi très important et c'est ce type de test qui permet de s'en assurer. Ok. Autre point aussi important, c'est que lorsqu'on va définir en fait les éléments critiques pour l'entreprise, on va commencer ce travail avec les métiers pour qu'ils nous disent, eux, finalement, qu'est-ce qu'ils considèrent critique pour l'entreprise. Et ça permet de créer cette proximité avec les métiers et ça permet finalement de les rendre acteurs de la mission Red Team et que ça ne soit pas finalement un simple énième audit de sécurité de la part de l'équipe cybersécurité. Donc du coup, en termes de perception, ça va être plus intéressant pour l'opérateur ou même pour l'OffSec en général dans ton entreprise ou dans l'entreprise, parce que finalement, les métiers, ils sont associés à ça. Oui. Et du coup, ils n'ont pas l'impression de subir quelque chose, mais plutôt d'être participatifs avec un vrai retour, parce que dans la vraie vie, les attaquants auraient fait telle et telle chose. Là, on mesure et on modère puisqu'on maîtrise ce que l'on fait, mais on a un vrai résultat qu'on pourrait assimiler à une réelle attaque. Et ils le perçoivent différemment, donc. Exactement. Ok. Exactement. Il n'y a pas cette perception, je suis la sécu, je viens te bloquer. Non, on va regarder ensemble les données métiers qui sont pour toi critiques. Est-ce que tu penses de ton point de vue que c'est possible depuis l'extérieur sans aucune information d'y accéder? Okay. Et là, ça crée ce sentiment de travail et de confiance qui va faire en sorte que la mission sera intéressante. D'accord. Par contre, les points qui sont un peu négatifs, c'est que c'est assez coûteux. Tout à l'heure, je disais qu'une mission Red Team, ça dure 3 mois avec plusieurs auditeurs. Donc souvent, c'est une équipe de 2-3. Donc ça peut rapidement chiffrer plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire quelques centaines. Ce qui fait que c'est assez coûteux et on ne peut pas en faire plusieurs fois. Enfin, on ne peut pas en faire énormément. En moyenne, 2 par an, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal, effectivement. Et ensuite, si on constate des éléments d'amélioration sur la partie détection, on peut faire appel à une mission Purple Team qui va permettre de travailler sur les règles de détection. Et ce type de mission, c'est super intéressant puisque ça permet aux attaquants de l'équipe sécurité offensive de montrer comment est-ce qu'ils ont pu faire leurs attaques et quel type de journaux ça génère pour l'entreprise. Et ça renforce en fait la collaboration entre les équipes défensives et les équipes offensives.
Ouais, ça évite de se dire qu'on s'est fait trouer et que du coup, Voilà, on nous pointe du doigt plutôt que de dire, bah voilà, on a fait telle et telle chose, on vous montre la méthodologie et derrière, comment on peut y remédier. Mais ce qui, du coup, nécessite quand même une certaine maturité au sein de l'entreprise. Parce que oui, ça va pas être toutes les entreprises qui vont être capables déjà de faire un pen test, déjà beaucoup pour certains, et après, il n'y a pas de, s'il n'y a rien de méchant en disant ça, c'est simplement ton curseur, il va pas être au même niveau par rapport à tes attentes. Surtout quand tu en arrives là, tu as déjà une bonne maturité, je pense. exactement. Ok, Ça nécessite une certaine maturité. Ça nécessite clairement une certaine maturité, avoir fait déjà plusieurs tests d'intrusion sur ces applications critiques. Une mission Red Team, c'est déjà une preuve d'une certaine maturité. Puis là, la mission Purple Team, c'est un peu la cerise sur le gâteau où ok, ouais. on vient, on vient améliorer les règles de détection. D'accord. Par contre, en point négatif, c'est que parfois, en fait, il peut y avoir cette difficulté de mettre en place des règles de détection qui sont pertinentes du fait du bruit qu'il peut y avoir sur le SI et de la difficulté de distinguer les actions d'administration. De signaux faibles ou de choses comme ça. Ok. Exactement. Ça peut être très compliqué parce que finalement, c'est dépendant en fait de la configuration de l'infrastructure. Ok. Euh, sans vouloir rentrer dans les détails, il y a certaines pratiques qui peuvent être considérées, des pratiques d'administration qui peuvent être considérées comme étant des actes malveillants, alors que simplement c'est dans les processus de l'entreprise d'agir de telle manière. Donc ça rend très difficile finalement des règles de détection parfois sur D'accord. certains types d'attaques. Ok. Euh, et pour finir sur l'aspect Purple Team, il y a aussi cette nécessité de mobiliser les équipes défensives pendant un certain temps. Et ce temps-là, ils ne peuvent pas forcément le passer sur les actions courantes. D'accord. Euh, donc voilà, encore une fois, ça demande une certaine maturité, ça demande aussi à ce que les équipes défensives ne soient pas forcément sous l'eau Hmm. à traiter toutes les Tout alertes. à fait. Donc voilà, ça reste quand même important de le faire, mais je pense qu'après il y a des périodes plus ou moins à éviter. Bon, par exemple, on sait, Ouais. voilà, Noël, on sait que c'est compliqué, mais par exemple, on sait que souvent en période d'été, il y a souvent moins d'activités sur le SI, donc ça peut être l'occasion sur cette période-là de faire des missions Purple D'accord. Team Ok. puisqu'il y a moins d'activités, potentiellement moins d'incidents. D'accord. Alors pour terminer sur la partie qu'est-ce que la sécurité offensive, je voulais rapidement traiter en fait de qu'est-ce que la culture OffSec et notamment plusieurs citations de John Lambert, un employé de Microsoft qui nous partageait il y a déjà 10 ans maintenant et c'est toujours vrai sur comment réfléchissent les attaquants et comment réfléchissent les hackers. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup sur le fait que les défenseurs réfléchissent en liste et les attaquants réfléchissent en graphe. Donc finalement, en fait, un attaquant, on lui bloque une porte, il passe par la fenêtre. Normal. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de trouver le petit trou de souris qui peut permettre de rentrer dans les SI et d'accéder aux données que souhaite l'attaquant. Et ça rend la tâche en fait finalement des équipes défensives très compliquée parce que elles doivent être bons tout le temps. Tandis que l'attaquant il doit être bon une seule fois. C'est ça. Il doit être bon une seule fois et c'est très complexe. Et c'est pour ça que moi je considère que les équipes défensives ont un travail beaucoup plus dur que les attaquants. Bah, tu dois colmater toutes les brèches. En gros, tu as plusieurs chemins possibles qu'il faut anticiper. Là où c'est ce que tu dis, ton attaquant, peu importe si c'est propre, pas propre, il peut rentrer dès qu'il a un pied dedans, c'est fini, il a ce qu'il veut et il va continuer à avancer. Là où toi, en tant que défenseur, ben, ton idée, c'est de penser un peu à toutes les portes, fenêtres, la cave, le toit, la lucarne, etc., qui va faire que tu dois anticiper et la menace et penser aussi un peu comme un attaquant, finalement. À un moment de dire, bah, moi, si j'étais à la place de l'attaquant, comment je vais faire? Mhm. Mais du coup, ça complexifie ton travail parce que Ouais. tu peux pas tout colmater. Donc il y a bien un moment, il va falloir que tu mettes les points d'action là où tu supposes que c'est prioritaire et là où tu peux dire, bah là, c'est plus minime, donc finalement, il risque pas de passer par là, entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Ouais, exactement. Et il y a aussi cette difficulté, en fait, les attaquants, eux, ce qu'ils cherchent, c'est convertir un accès illégitime en accès Ouais, légitime. Et une fois qu'ils ont leur accès légitime, ça devient tellement compliqué de distinguer
une action malveillante d'un simple administrateur qui est juste en train de se connecter sur un serveur pour faire de l'administration. Oui. Donc voilà, le travail des équipes défensives, il est limité en fonction des pratiques d'administration et des vulnérabilités qu'il y a dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que, en plus du travail défensif, il y a aussi ce travail offensif à faire en entreprise pour s'assurer que les mauvaises pratiques ou les pratiques historiques n'amènent pas à ce que les équipes défensives ne soient pas en mesure de distinguer un comportement malveillant d'un comportement d'administration. Ok. Maintenant qu'on a défini en fait ce qu'était la sécurité offensive, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que finalement moi j'ai besoin d'avoir de la sécurité offensive dans mon entreprise? Effectivement. La plupart du temps, la sécurité offensive, elle se place dans une gestion des risques globale cyber dans l'entreprise. Et ce cycle de gestion des risques, lui, il se place par rapport à la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise, sa stratégie, c'est de développer son produit sur tel marché, eh bien, il faut que la sécurité s'aligne par rapport à cette stratégie. Je te coupe là, parce que du coup, ça fait quand même une grosse différence entre penser que les personnes qui font de la sécurité au sens large du terme sont souvent au sous-sol, en train de faire des trucs un peu vaudou, magie, là où tu mets en perspective des métiers et la gestion du risque, plus des personnes techniques qui permettent de mettre en place et les mesures et les analyses pour pouvoir faire au mieux pour que finalement l'entreprise soit pérenne et soit protégée. Donc là, c'est, je ne peux pas dire une évolution, mais c'est une autre vision du métier finalement déjà en termes de sécu. Oui, parce que finalement, nous, d'un point de vue technique, si on apporte la vulnérabilité, on leur dit la vulnérabilité permet, on va rentrer dans le technique, permet de faire une injection SQL, etc. Ça ne va pas parler au métier. Tout à fait. Par contre, si on leur présente la vulnérabilité d'un point de vue risque et d'un point de vue risque par rapport à la stratégie de l'entreprise, là, tout de suite, ça parle. Là, si vous dites telle vulnérabilité, bah, finalement, elle va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir se projeter sur la croissance sur tel site, sur telle plaque géographique parce que on va se faire, dès qu'on va ouvrir le site, on va se faire attaquer et on ne va pas pouvoir vendre. Bah, derrière, ça parle, ça parle tous. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est important de placer ça d'un point de vue un peu plus global. Non, puis derrière ça aussi montre un autre aspect du métier qui est pas que des personnes, comme dit, à capuche, qui font plein de trucs. Et du coup, c'est vraiment au service de l'entreprise par rapport à la notion métier et la notion business, où du coup, ça devient plus une plus-value qu'un frein en disant non, 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 t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, ton mot de passe, il est pas assez long, attention, ton application, elle est développée avec les pieds, donc on te laisse pas la publier. Alors que là, c'est de l'accompagnement et au final, ça reste, si je puis dire, vertueux. Clairement. Ok. Clairement. Et puis du coup, ce que je disais, c'est que ça s'aligne avec la stratégie de l'entreprise, mais ça peut aussi s'aligner sur des différentes réglementations et directives qui sont liées à notre secteur d'activité. Et la sécurité offensive, dans le cycle de gestion des risques, va se placer au niveau de la surveillance de risque. Dans quelle mesure mon risque est suffisamment maîtrisé, mon risque cyber est suffisamment maîtrisé, et pour savoir si mon risque est maîtrisé, eh bien, je suis obligé de faire des tests de sécurité offensive pour m'en assurer. D'accord. En termes d'exemples de différentes réglementations qui peuvent amener à des tests de sécurité, on a la réglementation PCI DSS qui est connue pour tout ce qui est transactions bancaires, transactions de carte bleue, où là, on va avoir cette nécessité de faire des tests réguliers pour avoir le tampon PCI DSS. Sinon, eh bien, certaines transactions ne vont pas pouvoir se faire. Et ça, c'est quelque chose qui parle tout de suite. C'est tangible, parce que du coup, tu ne fais pas de business. Exactement. Si tu ne peux pas utiliser Mastercard pour ne pas les citer ou Visa ou autre, bah, tu n'as pas de business. Donc finalement, c'est là, au niveau de la direction, ils comprennent bien qu'il y a nécessité d'être conforme à ça pour pouvoir faire du business. Donc là, c'est clair, c'est win-win. Oui. Ouais.
Et puis ensuite, on va avoir DORA, où là, bientôt, on va avoir des cycles de 3 ans. Tout le monde en parle, des tests d'intrusion basés sur la menace, avec des cycles de 3 ans sur des Red Team, qui sont des missions Red Team sous stéroïdes, avec cette première phase d'analyse de la menace qui vont durer plusieurs mois, quasiment toute l'année. Ok. Donc là aussi, on va avoir cette nécessité de se préparer face à ce type de réglementation. Puis ensuite, on va avoir les OIV et les OSE qui, eux, de par les différentes lois, ont l'obligation de faire certains types d'audits PASI. Voilà. Et puis ensuite, globalement, toutes les entreprises sont assujetties au RGPD avec cette obligation de s'assurer que les données personnelles qu'on conserve soient bien sécurisées. Et toute entreprise, de par en gère, de par les ressources humaines, gère des données personnelles. Donc il y a ce besoin de s'assurer que les données personnelles ne fuitent pas. Ouais, tout à fait. Alors pour estimer son besoin en sécurité offensive, on peut se poser la question, mais finalement, moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'auditer? Si je devais définir aujourd'hui mes applications à auditer, qu'est-ce que je choisirais? Donc tout d'abord, la première chose, c'est de se dire quelle application est pour moi critique dans l'entreprise. Si elle s'arrête, eh bien, il n'y a plus de business. Ça, c'est quelque chose de super important à considérer. Et ensuite, le second aspect, c'est est-ce que mon application est exposée sur Internet? Parce qu'on sait que les applications qui sont exposées sur Internet sont plus assujetties à des attaques et à de l'opportunisme des attaquants. Donc c'est important de s'assurer que ce qu'on expose sur Internet est bien sécurisé. C'est la base. C'est la base, mais parfois, ça fait toujours du bien de le rappeler. Ensuite, sur la partie, certaines entreprises, de plus en plus maintenant, font des analyses de risque et permettent de définir des indicateurs DICP, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve sur une application. Et il y a cette possibilité de classer finalement les applications de son SI à travers ces indicateurs-là. Okay. Ensuite, si l'application que j'ai auditée l'année dernière m'a remonté énormément de vulnérabilités, eh bien l'année d'après, ou même bien avant ça, peut-être 6 mois après, je vais m'assurer que ça a bien été corrigé, puisque parfois ça peut être un petit pansement, mais finalement en creusant un peu plus, on trouve encore plus. Donc c'est important de s'assurer que les vulnérabilités découvertes sur l'année N-1 ont bien été corrigées sur l'année N. Oui, ou sinon que la vulnérabilité que tu as découverte, finalement, elle est corrigée, mais ton correctif rajoute une autre vulnérabilité, pardon. Donc finalement, ça fait un effet boule de neige parce que tu corriges quelque chose et ça t'ouvre autre chose, ainsi de suite. On l'a vu avec certains éditeurs récemment. Exactement. C'est bien problématique. Exactement. J'en parle juste après sur la partie anticiper les vulnérabilités, mais effectivement, parfois certaines entreprises, enfin certains développeurs vont corriger des vulnérabilités et en apporter d'autres. Donc c'est important de faire super attention à ce niveau-là et repasser les applications qui sont critiques, exposées, enfin vraiment voilà, qui sont critiques pour l'entreprise, pour s'assurer que au moins sur ce périmètre limité d'applications critiques, on soit sûr que ça soit bien sécurisé. Okay. Et puis après, pour identifier aussi ces applications, il y a aussi cette notion de budget. Quel est mon budget pentest? Quel est mon budget en test d'intrusion, en sécurité offensive? Et ça, malheureusement, ça va limiter en fait, ou au contraire, ça me permet de faire un nombre d'applications importantes. En moyenne, un test d'intrusion, on peut dire que c'est entre 5 000 jusqu'à peut-être 10 000 euros hors taxe. Ouais. Pour une application. Donc si vous voulez tester une dizaine d'applications, donc on est déjà à 100 000 euros de budget, donc ça peut rapidement chiffrer, et on sait très bien qu'une entreprise n'a pas uniquement 10 applications, elle peut en avoir des centaines. Donc c'est un choix important qui se base sur des critères qu'on vient d'énoncer.
Du coup, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, augmenter son budget? Bonne question. C'est le nerf de la guerre de la sécurité offensive, c'est comment est-ce que je peux finalement avoir plus de budget? Parce que si j'ai plus de budget, donc je peux potentiellement soit moi recruter un auditeur en interne qui va faire les tests ou faire appel à une société de prestation. La première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect réglementaire. Si vous avez des contraintes réglementaires qui vous forcent à faire des audits de sécurité, eh bien, il serait intéressant de budgétiser cette dépense pour faire en sorte qu'on se retrouve pas pendant l'année, eh bien, je dois faire un audit sur telle portée. Notamment, par exemple, là aujourd'hui, les entreprises se préparent toutes à DORA et à l'audit TLPT, donc l'audit Red Team un peu basé sous stéroïdes, basé sur la menace. Tout le monde se prépare dans leur budget à préparer qu'ils vont devoir faire un audit sur plusieurs mois. Mais du coup, tu as une fourchette sur le type de budget que tu dois allouer, justement pour les entreprises qui vont être assujetties à DORA, ou c'est facteur franchement de ton activité? Ça va dépendre de ton activité et du périmètre défini Ok. par l'autorité de régulation, la TLPT-FR. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, c'est une grosse mission Red Team, puisque ça dure 12 semaines sur la partie vraiment Red Team. D'accord. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres phases, notamment la phase état de la menace, CTI, rechercher s'il n'y a pas des menaces qui portent sur l'entreprise ciblée. Donc là aussi, ça va coûter. Donc on est facilement sur plusieurs centaines de milliers d'euros juste pour ce type d'audit. Et c'est quelque chose qu'il faut budgétiser. Ok. Ensuite, certaines assurances cyber demandent à ce qu'il y ait certains types de tests de sécurité qui soient menés, notamment les tests de sécurité sur l'Active Directory, pour s'assurer que si un groupe d'attaquants arrive sur le réseau interne de l'entreprise, il ne soit pas facilement en mesure de prendre le contrôle du SI et de lancer son logiciel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être initié de par les questionnaires envoyés par les assurances cyber. D'accord. Ensuite, un autre aspect qui peut être aussi intéressant, c'est la confiance qu'il peut y avoir auprès de certains clients et partenaires. Eh bien, en fait, dire que vous avez fait un test d'intrusion, c'est quelque chose de super intéressant d'un point de vue marketing, puisque ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance auprès du potentiel client. D'accord. Et ensuite, dernier point qui est super intéressant, c'est la preuve par l'exemple. Donc, faire une mission Red Team et montrer au COMEX que derrière, vous êtes en mesure de récupérer des données très sensibles ou des données bancaires, c'est quelque chose qui parle d'un point de vue métier. Pouvoir faire ce type de mission-là et ensuite l'exposer au COMEX, ça permet de débloquer un peu plus de budget ensuite. Alors, pour choisir son prestataire, il y a pas mal de sujets, donc il y a pas mal de possibilités. Donc, la première étape, c'est le fait que la société ait une présence dans la cybersécurité française. Ça passe par des conférences, des outils ou des articles. Et ensuite, pour pouvoir choisir la société, on peut se baser sur des certifications qui sont plus ou moins connues. Offensive Security, qui a tout un tas de certifications. Des certifications un peu plus web avec Burp Academy. Mais globalement, on peut se baser un peu sur la taille de la société de prestation et ses références. Si on a une société qui a pour habitude de travailler sur le secteur bancaire, donc on va privilégier cette société-là puisqu'elle est au courant de toutes les contraintes qui peuvent être liées, et ça va aussi permettre d'avoir des retours d'expérience des autres acteurs à travers la société de prestation. D'accord. Donc tout à l'heure, on parlait de la maturité en fait cyber, de la maturité de sécurité offensive. Effectivement, on peut faire des tests on commence par des tests d'intrusion, ensuite du bug bounty une fois que l'application a fait l'objet de plusieurs tests d'intrusion, et puis ensuite, une fois qu'on est suffisamment mature, on passe sur des missions Red Team, et une fois qu'on est très mature avec une équipe défensive, on peut faire des missions Purple Team. Une fois qu'on a tous ces tests de sécurité, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces vulnérabilités? Donc les vulnérabilités, elles rentrent dans un cycle également de gestion qui passe
premièrement par l'évaluation des ressources, qu'est-ce que moi j'ai comme ressources, et qu'est-ce que j'ai comme vulnérabilité. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on priorise, on priorise les vulnérabilités à traiter. Une société, elle a un nombre limité de capacités elle a une capacité de correction qui va être limitée par la taille de l'équipe. Exactement. Et du coup, il faut choisir les vulnérabilités les plus importantes. Et une fois qu'on a fait ça, il faut traiter les vulnérabilités et bien les traiter. On parlait tout à l'heure de vulnérabilités qui amènent des vulnérabilités. Et enfin, il faut faire ce travail de suivi. Qu'est-ce que j'ai comme vulnérabilité sur mon parc et est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Ça, c'est super important. Si je vais avoir un équipement ou une solution technologique qui va m'apporter des vulnérabilités importantes tous les ans, eh bien peut-être que dans le choix de l'application, dans le choix de la technologie, je vais me diriger vers une autre solution. Donc on a parlé tout à l'heure de la priorisation des vulnérabilités. On peut avoir des vulnérabilités qui viennent des scanners de vulnérabilités, de tout ce qui est lié à la sécurité offensive, test d'intrusion, bug bounty, red team. On peut aussi avoir des bulletins de la part du CERT ou de CSIRT à travers des CVE, des vulnérabilités sur des composants logiciels qui auraient émis des bulletins. Donc ça, ça peut être aussi des vulnérabilités comme entrée à traiter. Et ce qui fait que derrière, il va falloir se poser plusieurs questions. Est-ce que la criticité qui m'est renvoyée par mon scanner est pertinente? Est-ce que finalement, elle correspond bien à mon contexte? Ouais, effectivement. À mon contexte d'entreprise. Et du coup, il y a ce travail de réduction des vulnérabilités du pauvre pour se concentrer uniquement sur les vulnérabilités significatives. Et ensuite, le coût de correction. Est-ce que la correction, elle peut s'inscrire dans un projet... Est-ce qu'elle peut s'inscrire dans un projet global de correction ou est-ce que l'application que je souhaite qui a une vulnérabilité, elle ne va pas être remplacée d'ici quelques mois? Donc, j'ai pas intérêt à faire une correction si l'application est pas pérenne, effectivement. Exactement. Par contre, il faut quand même estimer le risque pour l'entreprise. S'il y a un risque qui est vraiment impactant, que l'application soit remplacée ou non dans 6 mois, il faut que le risque soit suffisamment maîtrisé. Est-ce que finalement il y a des données confidentielles ou personnelles qui peuvent être exploitées? Et dans ce cas-là, il faut corriger tout de suite si la vulnérabilité est exposée sur Internet. Ok. Puisque ça peut avoir un impact pour l'image de l'entreprise. On a parlé de vulnérabilités qui sont à traiter. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper les vulnérabilités avant qu'elles n'apparaissent? Lors de la qualification d'un besoin de la part du métier, on peut faire ce travail en fait de security by design, donc de sécurité dès la conception de l'application pour s'assurer que les fonctionnalités demandées par le métier n'amènent pas à des vulnérabilités. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a le deuxième point, tu faisais référence à ça tout à l'heure, la vulnérabilité qui amène des vulnérabilités. Eh bien, il y a cet accompagnement à faire dans la correction pour éviter que le choix de correction amène d'autres vulnérabilités. Donc, c'est là qu'il y a ce travail, cette proximité qui est nécessaire entre les équipes offensives et les équipes de correction pour s'assurer que des nouvelles vulnérabilités n'apparaissent pas. Sur la partie sécurité au niveau du développement, il y a ce qu'on appelle le DevSecOps. Donc l'ANSSI définit le DevSecOps comme étant une méthodologie qui vise à inclure les pratiques de sécurité dans le processus de développement et de déploiement des applications. Donc là, on va avoir du DevSecOps, donc équipe de développement, Sec pour security et Ops pour opérationnel qui déploie l'application. Et on va avoir en fait ce travail à trois pour éviter des nouvelles vulnérabilités. Okay. Et ça passe par quoi? Ça passe par des tests automatisés. Donc on va retrouver par exemple les tests SAST avec des analyses statiques du code source ou des tests dynamiques où là on va lancer des scanners avant le déploiement de l'application qui vont essayer de tester les vulnérabilités les plus classiques. Okay. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de mettre en place des tests d'intrusion sur des composants pour chaque nouveau composant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle brique, vous pouvez tester uniquement cette brique-là. Par contre, ça nécessite d'avoir à chaque fois les mêmes auditeurs. Si vous faites appel à une société de prestation qui à chaque fois refait tout ou fait appel à des auditeurs qui ne
connaissent plus l'application puisqu'ils sont passés sur cette application il y a 2-3 mois, bah, on perd en fait Cette connaissance ou ce savoir, oui. Exactement. Ok. Et il y a aussi également la possibilité de faire des programmes de bug bounty sur des environnements de recettes ou de fournir le code. Par contre, le code, ça peut être parfois un peu compliqué à communiquer, notamment s'il y a du code propriétaire. Dans cette proximité renforcée avec les équipes de développement, on a ce qu'on appelle la mise en place de Security Champions, qui vont être parfois des développeurs qui vont avoir cette fibre sécurité et qui vont permettre ce rapprochement avec l'équipe OffSec en interne, s'il y en a une, dans un but de sensibiliser sur les pratiques de développement et de favoriser la communication entre les équipes offensives. Donc vraiment, le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une proximité plus forte et que l'équipe OffSec ne soit pas là pour dire eh ben, écoutez, il faut tout redévelopper, il faut redévelopper toute cette application puisqu'il y a eu un mauvais développement, un développement non sécurisé. Ok, donc une sorte de relais. Exactement. Okay. Une fois qu'on a dit tout ça, le plus important, c'est que finalement, en fait, l'OffSec reste au service du métier. On est un service support en métier et notre but, c'est de faire en sorte qu'on accompagne la stratégie de l'entreprise. On n'est pas là pour être des freins, on est là pour accompagner la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça que c'est toujours important de savoir même d'un point de vue sécurité, vers où veut aller l'entreprise. Les métiers et leurs applications, les métiers sont responsables de leur application et de leur sécurité associée à la sécurité de ces applications-là. Donc le risque à la fin, c'est le métier qui le porte. Et l'équipe cyber, son but à elle, c'est d'identifier les risques et de les présenter au métier de manière suffisamment intelligible pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Après, bien sûr, il faut que le risque porte uniquement sur l'application. S'il y a un risque suite à une vulnérabilité qui fait porter un risque sur toute l'entreprise, eh bien là, il faut préciser que c'est quelque chose qui doit être corrigé le plus rapidement possible. Et cet accompagnement au service du métier, il se fait toute l'année à travers différentes audits et à travers toutes les directions de l'entreprise. Ok. Mais ça va être que de l'audit, c'est pas aussi de la sensibilisation, de l'accompagnement ou des choses comme ça? Oui, c'est pas uniquement que l'audit, c'est vraiment tous les sujets possibles qui peuvent amener à une présentation de la sécurité, bien sûr. Ok. Là, sur le dernier point, je parle des exercices de crise. Donc, sur les exercices de crise, on est sur de la sensibilisation à réagir finalement à une crise. On est un peu loin de l'OffSec, mais ça reste l'occasion de présenter les équipes, de les connaître et de dire finalement si vous avez ce besoin-là en termes de sécurité offensive, on a des équipes en interne qui peuvent vous aider et finalement vous rassurer sur un risque de se faire attaquer. Ok. L'accompagnement, il se fait toute l'année, je l'ai dit tout à l'heure, au tout départ, à la définition du plan d'audit. Donc on va aller voir les métiers et leur dire qu'est-ce que vous souhaitez auditer, qu'est-ce qui pour vous peut être un risque pour l'entreprise. Et ça c'est super important parce que les métiers savent en fait où sont leurs données les plus sensibles. Même s'il y a des analyses de risque qui sont effectuées, ils ont cette connaissance métier que nous n'avons pas et cet échange doit se faire dès le départ. On n'arrive pas dès le départ à dire nous allons auditer telle application. Non, c'est vous avez souhaité auditer telle application, voici, on va l'auditer l'année prochaine, mais aussi on va vous proposer aussi telle application qui nous paraît intéressante à tester. Ok, il y a quand même cette notion de transversalité où du fait c'est pas oui ou non, blanc ou noir, c'est vraiment un travail conjoint qui fait que quoi qu'il arrive, ça fait grandir l'entreprise et les métiers. Exactement. Ok. Exactement. Et puis ensuite, une fois que la réunion un test d'intrusion est planifié, on va retrouver plusieurs types de réunions, notamment la réunion de cadrage du test d'intrusion, où là on va essayer de comprendre avec les auditeurs ce que fait l'application. Et là, sans le métier et la compréhension du métier, ça va être très compliqué. C'est pour ça que c'est super important. Et puis on les convie aussi aux réunions de restitution, pour leur détailler les risques découverts. Les risques suite aux découvertes, des vulnérabilités découvertes, et ça c'est aussi super important.
Après, sur les missions Red Team, on en a parlé, sur la définition des trophées de guerre. On peut avoir des métiers, des trophées qui parlent au métier, la récupération de numéros de carte bleue pour une entité bancaire, la récupération d'un secret industriel pour une industrie. Ça, c'est quelque chose qui parle au métier. Et dès la définition, bah, même eux, ils sont finalement intéressés de se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils y arriveront? Donc ça, c'est super intéressant. Et puis sur la partie, sur les programmes de Bug Bounty, c'est important aussi de prévenir le métier pour qu'ils puissent éviter d'effectuer des actions non nécessaires, notamment par exemple avec des formulaires de contact, des actions de traitement, etc. S'assurer que s'il y a une action qui vient du programme de Bug Bounty, eh bien, elle ne soit pas traitée pour éviter que... Bah, de boulot ou des choses comme ça. Exactement. Okay. L'accompagnement métier, il peut se faire aussi à un autre niveau. Il peut se faire à ce qu'on appelle du SOC métier. Pour certaines applications, il peut y avoir des enjeux de fraude. Et le but, c'est de s'assurer avec le métier que finalement la fraude ne se met pas en place. Et l'équipe OffSec peut accompagner en proposant ses services et en mettant en place des alertes qui parlent au métier pour éviter la fraude. Okay. Et ça peut être aussi intéressant pour rapidement détecter s'il y a une vulnérabilité derrière. Ça peut arriver que parfois, la frontière entre la fraude et la vulnérabilité est très fine. Okay. Et l'équipe OffSec va pouvoir dire là, c'est pas une fraude, c'est pas une fraude, c'est une vulnérabilité et on doit la corriger tout de suite. Ça permet d'apporter une mobilisation rapide. Et globalement, en fait, l'accompagnement OffSec au service du métier, c'est d'abord l'acculturation à l'OffSec. Donc, ne pas jouer sur la peur de se faire attaquer. On n'est pas là pour être attention, vous allez vous faire attaquer, attention, vous faites porter un risque pour l'entreprise. C'est vraiment un accompagnement du début à la fin, à travers tous les types d'audits qui sont menés toute l'année par l'entreprise et à travers tous les points qu'on peut avoir pour leur indiquer qu'il peut y avoir telle ou telle vulnérabilité sur leur périmètre. Le but, c'est pas d'arriver d'un coup et de dire vous avez telle vulnérabilité, on ne va pas vous l'expliquer, mais il faut mettre le budget pour la corriger. C'est super important de prendre le temps de leur expliquer les vulnérabilités, de leur expliquer le risque pour qu'ils deviennent acteurs et qu'eux aussi se mobilisent en fait face aux failles. Et ensuite, pour terminer, l'intérêt d'une équipe offensive interne, c'est que autant une équipe, faire appel à de la prestation, ça permet d'obtenir des expertises sur des sujets. Par contre, ça va avoir un certain coût qui peut être important. C'est pourquoi derrière une équipe en interne va permettre pas mal de sujets intéressants, notamment la proximité avec le métier, la mobilisation immédiate, j'en ai parlé tout à l'heure avec les équipes métiers en cas de fraude, en cas d'attaque. Donc ça, c'est super important. Et puis ensuite, on va retrouver toute la partie acculturation à l'interne, pourquoi c'est intéressant de faire des tests, pourquoi c'est intéressant de s'auto-attaquer et de finalement pas attendre que les attaquants nous attaquent. Normal. Donc ça, c'est super important. Et puis globalement, la gestion de la surface externe de l'entreprise, puisque derrière, si on n'a pas cette maîtrise, eh bien, les attaquants, eux, n'attendront pas qu'on l'ait pour nous attaquer. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci à tous aussi, c'était super intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des questions vis-à-vis des auditeurs et des auditrices. Moi, j'en ai déjà une, surtout sur la dernière partie. Donc si tu as une équipe en interne, comme ça a l'air d'être le cas pour ton entreprise, ouais. Comment tu fais pour les maintenir alertes, les stimuler? Parce que finalement, ils vont toujours avoir plus ou moins le même périmètre. Là où quand tu es externe, bah, tu vas aller une fois dans le bancaire, par exemple, une fois dans l'assurance, une autre fois chez un industriel. Donc, tu as des périmètres différents, des composants différents, des enjeux différents. Là où, dans ton périmètre, comment tu vas faire pour les garder alertes et pour les maintenir avec toi, quoi, en fin de compte? Oui, alors ça peut passer par les formations et les certifications, donc leur proposer des formations qui les intéressent. Okay. Parfois, ça peut être
ça peut être pas forcément le cœur d'activité, enfin le cœur de l'activité de l'équipe en sécurité offensive, D'accord. mais ça va leur permettre de s'entraîner à être plus fin, Ok. vraiment s'entraîner à réfléchir à comment prendre un sujet. Ok. Et donc ça peut passer par les formations, mais ça peut aussi passer par des points réguliers entre l'équipe. C'est-à-dire toutes les semaines, par exemple, ce qu'on peut avoir, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on échange sur qu'est-ce qu'on a vu sur l'actualité en sécurité offensive. Est-ce Ok. qu'il y a une attaque qui nous a paru intéressante? Est-ce qu'on a pu la tester? Est-ce qu'on a besoin de temps pour pouvoir la tester? Parce que parfois, on n'a pas forcément le temps. Donc c'est aussi le travail du manager de dire eh bien, je vais te donner une semaine ou 2 semaines et tu vas travailler sur ce sujet et tu vas potentiellement le présenter aux filiales si on est sur une organisation groupe. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui peut créer en fait De l'émulation. de l'émulation Ok. dans l'équipe. D'accord. Alors, une question pour toi. Donc, la sécurité offensive, par exemple, un test d'intrusion, peut-elle être utilisée pour convaincre la direction de l'importance de se protéger? Oui, alors tout à l'heure, sur la slide sur les leviers du budget, je reviens juste avant. Hop, encore un peu. Alors, sur les leviers du budget, sur le dernier point, il y a la preuve par l'exemple. Ok. Malheureusement, soit une entreprise se prend une attaque et là, derrière, ça fait augmenter le budget. La solution qui permet de simuler ça, c'est la mission Red Team. Et le fait de définir des trophées qui parlent Ok. au COMEX et qui parlent au métier, derrière, ça peut permettre de réveiller les esprits pour ok, là, on a quelque chose à faire. Là, on a potentiellement un composant qui doit changer. On doit faire accélérer ce sujet-là. Donc, ça permet à la fois de faire avancer des changements d'application, mais ça Ok. permet aussi de faire augmenter les budgets pour dire, ok, on a un sujet là-dessus, on va travailler dessus, mais par contre, il nous faut aussi une surveillance accrue sur cet équipement qui va permettre qui derrière va passer par des tests beaucoup plus renforcés. Ok. Dernière question. Donc, quel type de profil pour constituer une équipe OffSec? Donc, après, avec un smiley, que des geeks? Non, non, bien sûr, il ne faut pas que des geeks, puisque là, je l'ai dit sur la présentation, mais on va avoir besoin de personnes qui puissent parler au métier, et qui puissent être capables de vulgariser, les aspects techniques. Et pour ça, faut comprendre les enjeux métiers. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas les convaincre. Donc il ne faut pas que des geeks. Si on a un auditeur qui aime expliquer les vulnérabilités, c'est surtout ça qu'on cherche. La technique, ça s'apprend. Ok. Bah, merci beaucoup aussi. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Ça a plu aux auditeurs, aux auditrices. On va s'arrêter là. Et on vous rappelle qu'il y aura le Panocrime au mois de janvier, précisément le 23 janvier, au campus cyber. Donc on vous attend toutes et tous. Merci à tous et bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année. Merci encore à toi aussi. Merci.